Les mots « Vous n'êtes pas ma vraie mère » sont sortis de la bouche de ma fille de 17 ans comme des lames de rasoir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais dans mon tiroir des documents qui pouvaient changer sa vie à jamais. Je m'appelle Claire, j'ai 62 ans, et cette soirée de novembre restera gravée dans ma mémoire comme le moment où j'ai compris que l'amour maternel peut avoir des limites, même quand on croit le contraire. Camille était rentrée du lycée avec cette expression que je connaissais bien, ce mélange d'arrogance adolescente et de défi dans le regard. Elle voulait aller à une fête chez des amis dont je ne connaissais pas les parents, jusqu'à tard dans la nuit, dans un quartier que je jugeais peu sûr. « Non, Camille », lui avais-je dit calmement en continuant à préparer le dîner dans notre cuisine de Villeurbanne. « Tu peux voir tes amis, mais pas dans ces conditions. » Sa réaction a été immédiate et violente. Elle a claqué son sac à dos sur le comptoir, renversant le sel que j'avais laissé ouvert. « Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. Vous n'êtes même pas ma vraie mère. Ma vraie mère, elle me comprendrait. » Le silence qui a suivi ces paroles était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. 12 ans. 12 années de nuits blanches, de devoirs aidés, de fièvres soignées, de rêves partagés, balayés d'une phrase cruelle. Je me suis retournée lentement, mes mains tremblant légèrement en posant la cuillère en bois que je tenais. « Ta vraie mère ?» ai-je répété, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. « Celle qui t'a abandonnée à 5 ans ? Celle qui n'a jamais payé 1 centime pour ton éducation ?» Camille a eu un mouvement de recul, mais sa colère était trop forte pour qu'elle s'arrête là. « Au moins, elle ne me traite pas comme une prisonnière. Je vais la retrouver et vous verrez bien qui est ma vraie famille. » Elle est montée dans sa chambre en claquant la porte si fort que les cadres ont tremblé au mur. Je suis restée là, debout dans ma cuisine, sentant quelque chose se briser en moi. Pas seulement mon cœur de mère, mais cette partie de moi qui avait toujours cru que l'amour inconditionnel suffisait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à ce jour de février où j'avais signé les papiers d'adoption. Mon mariage venait de se terminer, mon ex-mari avait refusé net l'idée d'adopter un enfant. « Je ne veux pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre », avait-il dit. Moi, j'avais regardé cette petite fille de 5 ans aux yeux tristes, et j'avais su que nous étions faites l'une pour l'autre. Mais en cette nuit de novembre, pour la première fois depuis 12 ans, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti le dossier d'adoption. À l'intérieur, il y avait tous les papiers, toutes les preuves de ce que j'avais donné, de ce que j'avais construit. Et soudain, une pensée m'est venue, claire et nette comme un coup de tonnerre. Si je n'étais pas sa vraie mère, alors je n'avais pas d'obligation de vraie mère non plus. Le lendemain matin, Camille est descendue prendre son petit déjeuner comme si de rien n'était, s'attendant sans doute à ce que j'ai oublié sa crise de la veille. Elle portait son uniforme du lycée privé Sainte-Marie, celui que je payais 4 000 € par an. « Bonjour maman », a-t-elle dit d'un ton faussement décontracté. J'ai levé les yeux de mon café. « Bonjour Camille ». Elle a froncé les sourcils en remarquant que je n'avais pas répondu ma maman, comme d'habitude. Mais elle n'a rien dit. Elle a pris ses tartines, son jus d'orange et s'est dirigée vers la porte. « À ce soir », a-t-elle lancé. « À ce soir », ai-je répondu. Mais dans ma tête, une décision était prise. Une décision qui allait changer nos vies à toutes les deux. Le trajet jusqu'à mon bureau de comptabilité ce matin-là m'a semblé différent. Chaque feu rouge était une occasion de repenser à ces 12 dernières années. Chaque virage me ramenait à un souvenir que Camille semblait avoir effacé d'un coup de colère. Quand j'étais arrivée à l'agence d'adoption en février 2012, j'étais une femme de 50 ans tout juste divorcée, avec un travail stable mais pas de fortune. L'assistante sociale m'avait prévenue. Adopter seule, ce n'est pas facile, Madame Dubois. Surtout un enfant qui a déjà vécu des traumatismes. Camille avait 5 ans et des yeux qui semblaient non porter le poids du monde. Sa mère biologique, Sandrine, l'avait abandonnée après une série d'arrestations pour possession de drogue. Le dossier était épais. Négligence, appartements insalubres, hommes violents qui défilaient dans leur vie. « Elle ne pleure jamais », m'avait dit l'éducatrice le premier jour où Camille m'était venue chez moi. C'est ce qui m'inquiète le plus. Il m'avait fallu 6 mois pour entendre son premier rire. 6 mois de patience, de tendresse, de nuits à rester assise près de son lit quand elle faisait des cauchemars sans pouvoir expliquer pourquoi elle avait peur. À mon bureau ce matin-là, ma collègue Martine m'a tout de suite remarqué ma mine sombre. « Ça va, Claire ?»
Tu as l'air préoccupé. Je lui ai raconté la scène de la veille. Martine, qui a élevé 3 enfants, a secoué la tête. Les adolescents disent des choses horribles quand ils sont en colère. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Peut-être, ai-je murmuré, mais au fond de moi quelque chose avait changé. L'après-midi, entre 2 dossiers clients, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai calculé exactement combien Camille m'avait coûté en 12 ans. Le lycée privé Sainte-Marie, 48 000 € depuis la 6e. Les cours de piano avec Madame Moreau, 9 000 € sur 6 ans. Les vacances, la Bretagne chaque été, l'Italie l'année dernière, Londres pour ses 16 ans. Les vêtements, toujours de marque parce qu'elle ne voulait pas être différente de ses amis. Le téléphone dernier cri changeait tous les 2 ans, sans compter les heures. Les heures où j'avais refusé des heures supplémentaires pour être présente à ses spectacles de fin d'année. Les week-ends où j'avais renoncé à des sorties entre amis pour l'accompagner chez ses copines ou à ses activités. 160 000 €. C'est le montant que j'ai griffonné sur un bout de papier. 160 000 € investis dans une enfant qui me criait maintenant que je n'étais pas sa vraie mère. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé Camille affalée sur le canapé du salon, son ordinateur portable sur les genoux. Elle regardait une série américaine en mangeant des chips, les miettes tombant sur le coussin que j'avais acheté la semaine précédente. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé par habitude. « Bien », a-t-elle répondu, sans lever les yeux de l'écran. J'ai remarqué qu'elle avait laissé traîner son linge sale dans la salle de bain. Sa chambre était un champ de bataille, et elle n'avait même pas sorti les poubelles comme je le lui demandais chaque mardi. « Camille, on peut discuter ?» Elle a soupiré bruyamment. « De quoi encore? Si c'est pour la fête de samedi, j'ai déjà dit que j'irais quand même. » « Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. » J'ai attendu qu'elle ferme son ordinateur. Elle l'a fait avec une lenteur exagérée, comme pour me faire comprendre que je la dérangeais. « Je voulais m'excuser pour hier soir, » ai-je commencé. « Tu as raison sur un point. Je ne suis pas ta mère biologique. » Elle a eu l'air surpris de ma réaction. Elle s'attendait sans doute à une dispute. « Et tu sais quoi? Peut-être que tu as le droit de retrouver ta vraie mère si c'est ce que tu souhaites. » « Vraiment ?» Ses yeux ont brillé d'une excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Vraiment. D'ailleurs, je pense que tu as son contact quelque part, n'est-ce pas ?» Le rouge lui est monté aux joues. Bingo. « Comment vous... » « Ton ordinateur était ouvert hier soir quand je suis montée voir si tu allais bien. J'ai vu la conversation Facebook. » Camille a baissé les yeux. Pendant des mois, elle échangeait des messages avec Sandrine, sa mère biologique. Des messages où elle se plaignait de moi, où elle racontait que j'étais trop stricte, trop vieille, trop chiante. Des messages où Sandrine l'encourageait à se rebeller, lui promettant qu'un jour, elle se retrouverait et que tout irait mieux. Elle me comprend, maman. Elle me dit que j'ai le droit d'être libre. Libre, ai-je répété. C'est un beau mot. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de nos vies. Si Camille voulait la liberté, elle allait l'avoir. Mais la vraie liberté, celle qui vient avec les responsabilités et les conséquences. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro du lycée Sainte-Marie. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus étranges de notre vie commune. En surface, tout paraissait normal. Camille partait au lycée le matin, je partais au bureau, nous dînions ensemble le soir en échangeant des banalités sur nos journées respectives. Mais sous cette façade de routine familiale, je préparais méthodiquement ce qui allait être le plus grand bouleversement de sa vie. Le mercredi matin, pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé Madame Perrin, la directrice de Sainte-Marie. « Madame Dubois, j'espère que Camille va bien. Elle nous a semblé un peu distraite ces derniers temps. »« Justement, Madame Perrin, je vous appelle au sujet de sa scolarité. Je souhaiterais suspendre les paiements de sa scolarité à partir du mois prochain. » Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. « Je ne comprends pas. Y a-t-il un problème financier? Nous pouvons étudier un échelonnement. » Non, il n'y a pas de problème financier, c'est un choix personnel. Camille souhaite retrouver sa mère biologique et découvrir ce que signifie la vraie liberté. Je pense qu'il est temps qu'elle apprenne à assumer les conséquences de ses choix. Madame Dubois, êtes-vous certaine de cette décision ?
Nous sommes en novembre, Camille est en terminale, elle prépare son baccalauréat. Je suis certaine. Merci pour ces années, Madame Perrin. Camille finira le mois, cela lui laissera le temps de s'organiser. Le jeudi, pendant ma pause café, j'ai appelé ma banque. Monsieur Rousseau? Claire Dubois à l'appareil. Je souhaiterais modifier les bénéficiaires de mon assurance vie et de mon compte épargne. Bien sûr, Madame Dubois. Souhaitez-vous ajouter quelqu'un à la liste existante? Non, je souhaite retirer Camille Dubois de la liste des bénéficiaires. Je vois. Puis-je vous demander la raison de ce changement? Ma fille a exprimé le souhait de retrouver sa famille biologique. Je respecte son choix et j'adapte mes dispositions en conséquence. Les papiers seraient prêts le lendemain. 23 000 € sur le compte épargne que j'alimentais depuis 12 ans pour ses études supérieures. 100 000 € d'assurance vie. Tout cela venait de changer de destination. Le vendredi après-midi, j'ai pris 1 heure de congé pour me rendre chez Maître Lefebvre, le notaire qui avait rédigé mon testament 3 ans plus tôt. Ma chère Claire, que puis-je faire pour vous? Je souhaite modifier mon testament. Retirer Camille de la liste des héritiers. Maître Lefebvre a retiré ses lunettes et m'a regardé avec attention. C'est une décision importante, Claire. Êtes-vous sûre de vous? Certaine. Ma fille adoptive a décidé que je n'étais pas sa vraie mère. Il me semble logique qu'une fausse mère ne puisse pas laisser un vrai héritage. Je comprends votre raisonnement, même si je le trouve un peu radical. Parfois, la radicalité est la seule façon de faire comprendre certaines vérités. Le soir, Camille était particulièrement détendue. Elle avait passé l'après-midi au téléphone avec ses amis, planifiait son week-end et semblait avoir oublié notre conversation de mardi. « Maman, est-ce que je peux inviter Léa à dormir samedi soir ?»« Bien sûr, » ai-je répondu en servant la ratatouille. « Super ! Et dimanche, on pensait aller au centre commercial acheter des vêtements pour la soirée de Noël du lycée. Vous pourriez nous y emmener? Nous verrons dimanche. » Elle a froncé les sourcils devant ma réponse évasive, mais n'a pas insisté. Elle était trop occupée à me raconter les derniers potins de sa classe, les disputes entre ses amis, les professeurs qu'elle trouvait trop sévères. « Madame Blanchard nous a donné un devoir de philosophie sur la liberté, » a-t-elle dit en riant. Comme si elle savait ce que c'était, la liberté, elle qui n'a jamais quitté son petit bureau. « Et toi, tu sais ce que c'est, la liberté ?» ai-je demandé calmement. « Bien sûr, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, sans que personne vienne vous dire ce qui est bien ou mal. »« Intéressant, » ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai sorti la dernière pièce de mon puzzle, les clés de la Peugeot 208 que j'avais achetée pour ses 17 ans en septembre. Une voiture que j'avais mise à son nom pour qu'elle se sente responsable, mais dont j'avais gardé les papiers et la carte grise dans mon nom en tant que précédente propriétaire. Le samedi matin, très tôt, j'ai emmené la voiture chez Peugeot Villeurbanne. « Bonjour, je souhaiterais vendre cette voiture. »« Pas de problème, madame. Avez-vous tous les papiers ?»« Bien sûr. Elle n'a que 2 mois, elle est encore sous garantie. » La vente s'est faite dans l'heure. 14 000 € récupérés, directement versés sur mon compte personnel. En rentrant à pied à la maison, j'ai croisé Madame Chen, notre voisine. « Bonjour Claire, où est votre voiture ?»« Je l'ai vendue. Camille va apprendre à prendre les transports en commun. C'est formateur. » Madame Chen a eu l'air surpris, mais n'a pas posé de questions. Camille dormait encore quand je suis rentrée. Normal pour un samedi matin. Elle ne découvrirait l'absence de la voiture que plus tard dans la journée. D'ici là, j'aurais eu le temps de préparer mes explications. Tout était prêt. Dans quelques heures, la vraie leçon de liberté allait commencer. Le lundi matin a commencé comme n'importe quel autre lundi, sauf que j'avais cette sensation étrange d'attendre quelque chose. Camille était partie au lycée de bonne humeur, sans remarquer que je ne lui avais pas proposé de la déposer en voiture. Elle avait pris le tramway, en maugréant un peu que la voiture était au garage encore. À 10h30, mon téléphone a sonné au bureau. « Madame Dubois, ici le secrétariat de Sainte-Marie. Pourriez-vous passer nous voir dans la journée? Il y a un problème avec le dossier de Camille. » « Quel genre de problème? » « Eh bien, nous n'avons pas reçu le virement pour ce mois-ci,
et notre service comptable nous signale que vous avez demandé l'arrêt des prélèvements. C'est exact. Mais, Madame Dubois, Camille ne peut pas rester dans l'établissement si les frais de scolarité ne sont pas réglés. C'est le règlement. Je comprends parfaitement. Ou souhaitez-vous que nous prévenions Camille, ou préférez-vous le faire vous-même? Prévenez-la. Elle est assez grande pour entendre cette nouvelle directement. J'ai raccroché et j'ai continué mon travail. À 11h15, mon téléphone a vibré. Un message de Camille. « Maman, appelle-moi, urgent. » J'ai attendu midi pour la rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était paniquée. La directrice dit que je ne peux pas rester au lycée, que vous avez arrêté de payer. C'est vrai. Mais pourquoi? Camille, nous en parlerons ce soir à la maison. Pour l'instant, rentre et réfléchis. Rentrer comment? Il n'y a plus la voiture. En tramway, ligne A, direction Perrache, arrêt Cusset. J'ai raccroché. Le soir, quand je suis rentrée du bureau, j'ai trouvé Camille assise à la table de la cuisine, les yeux rouges. Elle avait pleuré, c'était évident, mais il y avait aussi de la colère dans son regard. « Expliquez-moi ce qui se passe », a-t-elle attaqué dès que j'ai franchi la porte. J'ai posé mon sac, retiré ma veste, et je me suis assise en face d'elle. « Il se passe que tu as eu ce que tu voulais, Camille. »« Comment ça ?»« Tu m'as dit mardi soir que je n'étais pas ta vraie mère. Tu as raison. Une vraie mère, c'est celle qui te donne la vie, qui partage tes gènes, qui a un lien du sang avec toi. Moi, je ne suis qu'une femme qui t'a élevée pendant 12 ans. Mais, laisse-moi finir. Si je ne suis pas ta vraie mère, alors je n'ai pas les obligations d'une vraie mère. Une vraie mère est obligée d'éduquer son enfant, de le nourrir, de lui payer ses études. Moi, je l'ai fait par choix, et mon choix peut changer. » Camille est devenue très pâle. « Où est ma voiture? Vendue. C'était ma voiture, achetée avec mon argent, assurée à mon nom. Tu n'as plus besoin d'une voiture puisque tu ne vas plus au lycée privé. »« Je ne peux pas aller au lycée public maintenant, on est en novembre. Tu trouveras une solution. Ou alors ta vraie mère t'aidera. Maman. » Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit mardi. J'étais en colère. Je l'ai regardée avec toute la tendresse que j'avais encore pour elle, malgré tout. « Camille, les mots ont des conséquences. Quand on dit à quelqu'un qui vous aime qu'il ne compte pas, il faut s'attendre à ce que cette personne vous prenne au mot. Mais je ne peux pas vivre sans... Sans quoi? Sans l'argent que je dépense pour toi? Sans les privilèges que je te paye? Si tu veux retrouver ta mère biologique, libre à toi. Mais tu le feras avec tes propres moyens. Et si je reste ici? Tu peux rester. C'est ta maison aussi. Mais aux conditions d'une colocataire, pas d'une fille. Tu payes une partie des charges, tu t'occupes de tes repas, de tes vêtements, de tes frais. Tu veux être libre? Parfait. Mais la liberté, ça se mérite et ça se paye. Camille s'est mise à pleurer pour de bon. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas, ma chérie. Mais parfois, on ne peut pas revenir en arrière. Parfois, il faut aller jusqu'au bout de ses choix pour comprendre ce qu'ils signifient vraiment. Cette nuit-là, j'ai entendu Camille pleurer dans sa chambre. J'ai eu envie d'aller la consoler, comme je l'avais fait tant de fois quand elle était petite. Mais je suis restée dans mon lit. Il était temps qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences et que l'amour, même maternel, n'est pas inconditionnel quand il n'est pas respecté. Le lendemain matin, elle était différente, plus calme, plus réfléchie. Mais ce que nous ne savions ni l'une ni l'autre, c'est que le pire était encore à venir. Le mercredi après-midi, j'étais en train de préparer un dossier client quand Martine est venue me voir, l'air inquiet. « Claire, il y a une femme à l'accueil qui demande à te voir. Elle dit qu'elle est la mère de Camille. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Sandrine. Après 3 jours de silence, Camille avait dû l'appeler pour lui raconter ce qui s'était passé. « Oh, fais-la entrer dans la salle de réunion, s'il te plaît. J'arrive dans 5 minutes. » J'ai pris le temps de finir ce que j'étais en train de faire, de boire une gorgée de café et de respirer profondément. Puis, je suis allée affronter le fantôme du passé de ma fille. Sandrine n'avait pas beaucoup changé en 12 ans. Toujours cette même allure débraillée, ses cheveux mal entretenus, mais elle avait pris du poids et ses traits s'étaient durcis. Elle portait un jean troué et un blouson en cuir qui avait connu des jours meilleurs.
Alors, c'est vous la sainte qui a volé ma fille? A-t-elle attaqué d'emblée. Bonjour Sandrine, asseyez-vous. Je reste debout, et ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Comme vous voulez, que puis-je pour vous? Vous pouvez commencer par arrêter de maltraiter ma fille. Camille m'a tout raconté. Comment vous l'avez virée de son école, comment vous avez vendu sa voiture. Qui êtes-vous pour faire ça? Je l'ai regardé calmement. Cette femme qui avait abandonné sa fille, qui n'avait jamais payé un centime pour son éducation, qui réapparaissait maintenant pour me donner des leçons de morale. Je suis la femme qui l'a élevée, nourrie, éduquée pendant 12 ans pendant que vous étiez où exactement? J'avais mes problèmes, vous ne pouvez pas comprendre. Vos problèmes de drogue, vos problèmes avec la police, vos problèmes d'argent? Sandrine a eu un mouvement de recul. Comment vous? J'ai le dossier complet, Sandrine. Tout. Les arrestations, les condamnations, les signalements des services sociaux. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Ça, c'était avant. J'ai changé. Vraiment. Et qu'est-ce qui vous amène ici maintenant? L'amour maternel soudain retrouvé? Ou le fait que Camille vous ait dit que j'avais de l'argent? Le rouge lui est monté aux joues. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Camille est ma fille. Non, Sandrine. Camille était votre fille. Maintenant, elle est majeure dans quelques mois, et elle peut choisir sa vie. Mais juridiquement, légalement et financièrement, vous n'avez aucun droit sur elle. On va voir ça. Je vais vous faire un procès. J'ai souri. C'était exactement ce que j'attendais. Parfait. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai sorti de mon sac une chemise cartonnée que j'avais apportée au bureau le matin même. Voici l'acte de renonciation à vos droits parentaux que vous avez signé en février 2012, devant témoins et notaires. Vous abandonniez définitivement tout droit sur Camille en échange de l'effacement de vos dettes envers les services sociaux. 15 000 € de dettes, si ma mémoire est bonne. Sandrine a pâli en reconnaissant le document. Vous ne pouvez pas... Si, je peux. Et je vais même vous dire autre chose. Si vous tentez de manipuler Camille ou de lui faire croire que vous l'aimez maintenant, je porte plainte pour harcèlement et chantage affectif. J'ai gardé tous les messages Facebook que vous avez échangés avec elle ces derniers mois. Ceux où vous l'encouragiez à me désobéir, où vous lui promettiez monts et merveilles. Elle m'a contacté la première. Elle est mineure, Sandrine. Vous êtes adulte. Vous auriez dû la rediriger vers moi ou refuser le contact. Au lieu de ça, vous avez joué avec ses sentiments d'adolescente pour satisfaire votre ego. Sandrine s'est assise lourdement sur la chaise. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Je veux que vous repartiez d'où vous venez et que vous laissiez Camille tranquille. Elle a le droit de découvrir qui vous êtes vraiment, mais sans vos manipulations. Si elle veut vous voir, elle le fera quand elle sera majeure et capable de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Et si je refuse? Alors, nous nous reverrons au tribunal. Et croyez-moi, avec votre casier judiciaire et vos antécédents, vous ne sortirez pas gagnante de cette bataille. Sandrine s'est levée, furieuse mais battue. Vous êtes une garce. Non, je suis une mère qui protège sa fille, même contre elle-même si nécessaire. Elle est partie en claquant la porte. Par la fenêtre, je l'ai vue sortir son téléphone et composer un numéro. Probablement Camille. Le soir même, quand je suis rentrée, j'ai trouvé ma fille assise sur les marches de l'entrée, les yeux rouges. « Elle est venue vous voir », a dit Camille sans préambule. « Oui. Elle m'a dit que vous l'aviez menacée. Je lui ai expliqué la situation juridique et les conséquences de ses actes. Si elle appelle ça des menaces, c'est son problème. » Camille a levé les yeux vers moi. Elle m'a dit aussi que vous aviez des papiers qui prouvent qu'elle a renoncé à moi. C'est vrai? Alors c'est vrai qu'elle m'a vraiment abandonnée? Pour la première fois depuis une semaine, j'ai vu dans ses yeux la petite fille de 5 ans qui avait besoin qu'on la rassure. Oui, ma chérie, elle t'a abandonnée, et elle ne reviendrait pas aujourd'hui si tu ne lui avais pas dit que j'avais de l'argent. Camille a éclaté en sanglots. Des vrais sanglots cette fois, pas les larmes de colère ou de frustration des jours précédents. Les larmes de quelqu'un qui vient de comprendre une vérité douloureuse.
Je me suis assise à côté d'elle sur les marches et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Pour la première fois depuis mardi, elle ne s'est pas écartée. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. »« Je sais, ma chérie. J'ai été horrible avec vous. Et vous avez toujours été là. » »« Oui, j'ai toujours été là. Et je serai toujours là. Mais les choses ne peuvent plus être comme avant, Camille. » Elle a hoché la tête en sanglotant. « Je sais, j'ai tout gâché. Non, tu n'as pas tout gâché, mais tu as cassé quelque chose. Et maintenant, il va falloir le reconstruire. Différemment. » Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. De Sandrine, de l'adoption, de ces 12 années où j'avais été sa mère sans jamais lui demander de reconnaissance. De ses peurs d'adolescente, de sa quête d'identité, de sa colère contre la vie qu'il avait privée de ses parents biologiques. Mais surtout, nous avons parlé de respect. Du respect qu'elle me devait, pas parce que j'étais sa mère adoptive, mais parce que j'étais un être humain qu'il avait aimé. Et du respect que je lui devais, en tant que jeune femme en devenir qui avait le droit de faire ses propres erreurs. 3 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre. Un équilibre différent, plus mature, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur l'amour inconditionnel à sens unique. Camille avait fini par être acceptée au lycée public de Villeurbanne. Ses notes avaient baissé au début, le changement d'environnement et le choc émotionnel l'ayant déstabilisée. Mais petit à petit, elle s'était adaptée. Elle avait même trouvé un travail le week-end dans une boulangerie pour se payer ses sorties et ses vêtements. « C'est dur de se lever à 6 heures le samedi matin », m'avait-elle dit un dimanche soir en comptant ses premiers billets gagnés. « Bienvenue dans la vraie vie », avais-je répondu en souriant. Elle m'avait regardé avec un mélange d'admiration et de reproche. « Comment vous avez fait pendant toutes ces années? Travailler, m'élever, tout gérer toute seule ?»« Parce que je t'aimais. Et que l'amour, quand il est vrai, donne des forces qu'on ne soupçonne pas. » Sandrine avait tenté de recontacter Camille plusieurs fois les premières semaines, mais face au silence de sa fille, elle avait fini par abandonner. La dernière fois qu'elle avait appelé, Camille avait décroché et lui avait dit calmement « Je ne veux plus entendre parler de vous. Si vous insistez, ma mère portera plainte. » Ma mère. Ces mots m'avaient réchauffé le cœur. Un soir de février, exactement 1 an après cette terrible dispute qui avait tout changé, Camille est venue me trouver dans mon bureau, où je finalisais des déclarations d'impôts. « Maman, je peux vous parler ?»« Bien sûr. » Elle s'est assise dans le fauteuil en face de moi, nerveuse. « J'ai quelque chose à vous demander. »« Je t'écoute. »« Est-ce que vous pourriez me remettre sur votre testament et sur votre assurance vie ?» J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé attentivement. Pourquoi ? Parce que j'ai compris. J'ai compris que vous êtes ma vraie mère. Pas celle qui m'a donné la vie, mais celle qui m'a donné l'amour, l'éducation, les valeurs. Celle qui m'a appris à me tenir debout. Et qu'est-ce qui te fait dire ça maintenant ? Ces derniers mois, voir comme c'est dur de se débrouiller seul. Comprendre tous les sacrifices que vous avez faits. Et surtout voir que malgré ma méchanceté, vous ne m'avez jamais mise à la porte. Vous m'avez puni, mais vous ne m'avez jamais abandonné. J'ai souri. Ma petite fille était devenue une jeune femme. Tu sais, Camille, cet héritage, cette assurance vie, ce n'était pas une punition définitive. C'était une leçon, une façon de te faire comprendre la valeur des choses. Je l'ai comprise, la leçon. Vraiment ? Vraiment. Et je veux que vous sachiez que même si vous ne me remettiez jamais sur ces papiers, ça ne changerait rien à ce que je ressens pour vous. Vous êtes ma mère, pour de vrai. Ce soir-là, j'ai rappelé Maître Lefebvre. « Ah, Claire, comment allez-vous? Et votre fille ?»« Nous allons bien. Je souhaiterais reprendre rendez-vous pour modifier à nouveau mon testament. »« Je vois. Vous souhaitez remettre Camille ? » ?»« Oui, mais avec une condition particulière. » »« Laquelle ? » ?»« Je veux qu'il soit stipulé dans le testament que cet héritage est donné à ma fille Camille, ma vraie fille, celle qui a appris que l'amour se mérite et se respecte. » Le notaire a ri doucement. « C'est une belle leçon que vous lui avez donnée, Claire. » « C'est une leçon que nous nous sommes donnée mutuellement, Maître Lefebvre. » Aujourd'hui, Camille a 18 ans. Elle a eu son baccalauréat avec mention dans le lycée public qu'elle avait d'abord détesté.
Elle commence des études d'infirmière en septembre, un métier qu'elle a choisi, dit-elle, parce que j'ai appris grâce à vous que prendre soin des autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Elle travaille toujours le week-end, non plus par nécessité, mais par goût de l'indépendance. Elle s'est acheté une petite voiture d'occasion avec ses économies, et elle en est plus fière que de la Peugeot neuve que j'avais achetée. Parfois, quand elle rentre de ses journées de travail, fatiguée mais souriante, je me dis que cette crise de novembre a été le plus beau cadeau que nous nous soyons fait. Elle m'a appris à poser des limites, à ne plus accepter l'irrespect sous prétexte d'amour maternel. Et elle a appris à Camille que l'amour véritable se nourrit de gratitude et de respect mutuel. L'autre soir, elle m'a dit « Vous savez quoi, maman ? Si j'ai des enfants un jour, j'espère être pour eux la mère que vous avez été pour moi. Ferme quand il faut, tendre toujours, et jamais, jamais lâche. » À 62 ans, j'ai découvert qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre, pour grandir, pour changer. Et que parfois, les crises les plus douloureuses sont celles qui nous permettent de construire les relations les plus solides. Camille ne m'a plus jamais dit que je n'étais pas sa vraie mère. Et moi, j'ai arrêté de croire qu'être mère signifiait tout accepter sans broncher. Nous sommes devenus mère et fille au vrai sens du terme. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ici en bas de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait ? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.